Imaginez-vous assis dans un avion en regardant par le hublot ou en ajustant votre ceinture, tandis qu'une idée inquiétante commence à prendre forme. Vous voyagez à presque 1000 km par heure et pourtant vous ne ressentez absolument rien. Alors apparaît la question. Pourquoi ne ressentez-vous absolument rien? C'est le mystère qui accompagne chaque passager, bien que presque personne ne le dise à voix haute. Il existe quelque chose de profondément contradictoire entre la réalité de la vitesse à laquelle se déplace un vol commercial et la sensation de calme presque totale que perçoit le corps. Il ne réagit pas comme on pourrait s'y attendre, et cela laisse ouverte une question inévitable sur ce qui se passe à l'intérieur de l'avion et sur la façon dont vous le percevez. Pour le démêler, il ne suffit pas de se contenter d'une explication simpliste. Il ne s'agit pas seulement de la constance de la vitesse, ni de l'isolation par rapport à l'extérieur, ni uniquement de la conception de l'avion qui amortit le mouvement. Ce que vous expérimentez est le résultat de plusieurs facteurs qui agissent en même temps, comme la manière dont votre corps interprète le mouvement, l'équilibre aérodynamique de l'avion, l'isolation de la cabine et les systèmes qui adoucissent même les changements les plus subtils. Tout au long de cette vidéo, nous allons démonter, couche par couche, cette apparente contradiction. Nous verrons comment votre système sensoriel ignore les signaux, comment l'avion ne transmet pas de sensations que vous associez à la vitesse, comment les références visuelles peuvent tromper votre cerveau et comment, même lorsque quelque chose perturbe la stabilité, votre perception répond d'une manière très différente de ce que vous imaginez. Mais avant d'entrer dans l'ingénierie, l'aérodynamique ou le comportement de la cabine, il faut commencer par le plus fondamental. Comment votre corps interprète-t-il réellement le mouvement? La première chose à comprendre est que votre corps n'est pas conçu pour sentir la vitesse en elle-même, mais pour détecter les changements. Tant que tout reste stable, même si vous vous déplacez à une vitesse énorme, le système qui devrait vous alerter reste simplement silencieux. C'est pourquoi, à l'intérieur d'un avion en croisière, l'expérience peut sembler presque immobile même si vous traversez le ciel à une vitesse difficile à imaginer. La structure qui rend tout cela possible est le système vestibulaire, situé dans l'oreille interne. C'est un ensemble minuscule mais extraordinairement sensible, composé de plusieurs cavités remplies de fluides et de petits capteurs biologiques. Les éléments principaux sont les canaux semi-circulaires et les otolithes, chacun spécialisé dans un type de mouvement distinct. Parmi ces composants les plus importants se trouvent les canaux semi-circulaires, orientés selon les 3 axes de l'espace et chargés de détecter les accélérations angulaires, c'est-à-dire les changements de vitesse de rotation. Lorsque vous bougez la tête ou lorsque le véhicule dans lequel vous êtes tourne, le liquide à l'intérieur de ces canaux se déplace et active des récepteurs qui informent le cerveau du changement. Mais si le mouvement reste constant, le liquide cesse de bouger, les capteurs cessent de s'activer et le cerveau cesse de percevoir la rotation. C'est pourquoi, si un virage reste stable, la sensation disparaît rapidement. Pour leur part, les otolithes sont chargés de détecter les accélérations linéaires, comme les poussées vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut ou vers le bas, et ils le font grâce à de minuscules structures suspendues qui se déplacent lorsque vous expérimentez un changement de vitesse. Déplacement qui se traduit directement en sensation physique. Cependant, lorsque l'accélération cesse de varier et devient stable, les otolithes cessent de générer des signaux pertinents et n'informent pas de la vitesse atteinte, mais uniquement du changement qui a permis d'y parvenir. Cette caractéristique physiologique explique pourquoi vous percevez clairement le décollage d'un avion, car pendant ces secondes, votre corps subit effectivement une accélération considérable, et tant les otolithes que les canaux semi-circulaires contribuent à ce que le cerveau interprète que vous augmentez votre vitesse. Il en va de même lors d'une montée prononcée, d'une manœuvre ou d'une turbulence, où il y a de véritables changements que votre système vestibulaire enregistre. Mais dès que le mouvement se stabilise, aussi rapide soit-il, la sensation disparaît et tout revient à un état d'apparente immobilité que votre cerveau interprète comme normal. À cela s'ajoute un autre élément tout aussi important dans la façon dont vous interprétez le mouvement, la perception visuelle que vos yeux construisent en comparant constamment ce qu'ils voient avec les références de l'environnement, de sorte que lorsque ces références sont très éloignées ou changent à peine, elles cessent d'apporter des informations utiles. Bien que nous le verrons plus en détail plus tard, il suffit d'avancer que, à haute altitude,
vous ne recevez pas de signaux visuels qui transmettent la sensation de vitesse, car les objets à l'extérieur se déplacent si lentement dans votre champ visuel qu'ils peuvent complètement tromper le cerveau et renforcer l'absence de signaux vestibulaires. Dans l'ensemble, tout cela fait qu'en plein croisière, votre corps ne transmet aucun signal. Physiologiquement, il ne reçoit aucune information suggérant que vous vous déplacez à une vitesse gigantesque. Et votre cerveau, qui intègre tous ces signaux, interprète la situation comme un état de calme et de stabilité. Mais cette absence de sensation ne dépend pas seulement de votre corps. Elle est également liée à la façon dont l'avion maintient sa trajectoire avec une douceur quasi constante, ce qui soulève une question inévitable. Si votre organisme ne perçoit pas la vitesse parce qu'il n'y a pas de changements appréciables, que se passe-t-il dans le vol lui-même pour que tout reste si stable? La réponse se trouve dans la physique qui régit le mouvement dans l'air, car un avion ne reste pas serein par hasard ni uniquement grâce à l'inertie de sa vitesse, mais en se maintenant dans un équilibre de force qui s'ajuste de manière continue, réduit les accélérations, évite les variations perceptibles et permet que, même lorsque vous vous déplacez à grande vitesse, l'expérience reste tranquille et uniforme. Cet équilibre se concrétise en 4 forces fondamentales qui agissent pendant que l'avion avance et déterminent son comportement dans l'air: le poids, la portance, la poussée et la résistance aérodynamique. Pendant la phase de croisière, qui correspond à la partie la plus longue et stable du trajet, ces forces restent si bien ajustées entre elles qu'elles se compensent pratiquement et permettent au mouvement de continuer de manière douce et constante. Dans la relation verticale, le poids qui tire l'avion vers le bas est compensé par la portance générée par les ailes en se déplaçant dans l'air. Pendant la croisière, la portance s'ajuste pour égaler presque exactement le poids, ce qui permet de maintenir l'altitude sans ascension ni descente perceptible et contribue directement à la sensation de continuité que vous percevez. De même, dans le plan horizontal, la poussée générée par les moteurs s'équilibre avec la résistance aérodynamique qui s'oppose à l'avancement, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser toute la puissance, mais de maintenir un réglage précis qui compense le frottement avec l'air. Lorsque les deux forces restent équilibrées, la vitesse reste stable et, en l'absence de changement dans ce mouvement, disparaissent les signaux qui pourraient se traduire en sensations perceptibles. Lorsque les 4 forces sont en équilibre, avec la portance compensant le poids et la poussée égalant la résistance, l'avion entre dans un état physique qui peut être décrit comme un repos dynamique. Il se déplace, mais ne modifie pas la façon dont il le fait. Il n'accélère pas, ne monte pas, ne descend pas, ne freine pas et ne tourne pas. C'est une condition que votre corps interprète immédiatement comme une absence de mouvement, car aucune force supplémentaire n'apparaît pour altérer cet équilibre. Or, cet équilibre n'apparaît pas de lui-même ni ne se maintient automatiquement, mais dépend d'ajustements continus que l'avion lui-même effectue pendant qu'il avance. Les moteurs modifient la poussée pour compenser de petites variations dans la résistance de l'air, provoquées par des changements de température, de densité ou de vitesse relative, tandis que les surfaces de contrôle, comme les ailerons, le gouvernail et les stabilisateurs, introduisent des corrections presque imperceptibles pour maintenir l'angle d'attaque et l'attitude dans des marges très précises. Ces ajustements ne sont généralement pas brusques, mais si petits et graduels que votre système vestibulaire les détecte à peine, de sorte que ce qui pour l'avion est une correction constante se transforme pour votre corps en une continuité parfaite. En effet, la croisière est la phase la plus stable du vol précisément parce que l'avion a déjà atteint sa vitesse souhaitée, son altitude optimale et ses paramètres de fonctionnement idéaux, et à partir de ce moment, tout consiste à maintenir cet équilibre sans introduire de changements perceptibles. Depuis cette perspective, l'expérience du passager s'accorde entièrement avec la physique du vol, car votre corps ne perçoit rien d'extraordinaire en l'absence de changements qui activeraient ses systèmes sensoriels. L'avion reste dans un équilibre si efficace que votre perception enregistre un environnement stable et uniforme, même si vous vous déplacez à des centaines de kilomètres par heure. Mais cet équilibre soulève une question évidente. Si l'avion traverse l'air à une telle vitesse, que se passe-t-il avec le vent, le bruit et les forces externes qui devraient trahir ce mouvement? La clé réside dans le fait que l'intérieur de l'avion ne partage pas le même environnement que l'extérieur.
Même si l'aéronef traverse l'air à grande vitesse, le vent intense, le frottement de la carlingue, le bruit aérodynamique et la pression du flux qui enveloppe la structure restent confinés à l'extérieur de l'espace dans lequel vous voyagez. Cette séparation résulte de la conception de la carlingue, de l'ingénierie de pressurisation et d'un ensemble de systèmes structurels qui transforment l'intérieur en un environnement contrôlé et relativement indépendant de ce qui se passe autour. C'est pourquoi, même lorsque vous traversez le ciel à plusieurs centaines de kilomètres par heure, ce que vous ressentez à l'intérieur est un environnement stable, presque étranger à ce qui se passe au-delà de la cabine. La première barrière qui rend possible cette sensation est la carlingue. À première vue, elle semble être une surface uniforme de métal ou de matériaux composites, mais en réalité, elle est constituée d'une structure multicouche qui combine rigidité, flexibilité contrôlée et capacité d'absorption, ce qui lui permet d'agir comme un véritable bouclier contre le flux d'air frappant l'extérieur de l'avion à une vitesse énorme. Ainsi, une grande partie de ces forces n'est pas transmise comme vibration directe à l'intérieur, et l'environnement dynamique de l'extérieur se transforme en un espace beaucoup plus stable pour ceux qui voyagent à l'intérieur. De plus, l'avion se déplace dans une mer d'air qui exerce une pression constante sur sa structure, mais cette pression n'est pas expérimentée directement dans la cabine. À l'intérieur, un niveau de pression propre est maintenu, régulé artificiellement pour être sûr et confortable, tandis que la température et l'humidité sont ajustées indépendamment des conditions extérieures. Même si à l'extérieur, la pression atmosphérique est beaucoup plus faible ou la température extrêmement basse, à l'intérieur, aucun signal physique ne reflète ces variations. Le passager ne perçoit pas le contraste entre les deux environnements, et cette absence de contraste élimine une autre piste sensorielle possible associée à la vitesse réelle du déplacement. Dans cette même séparation entre intérieur et extérieur, apparaît un élément acoustique fondamental qui se manifeste dans la manière dont le son extérieur est transformé avant d'atteindre la cabine. À l'extérieur de l'avion, l'air frotte contre la carlingue avec une force considérable et génère un bruit aérodynamique qui serait assourdissant s'il parvenait directement à l'oreille humaine. Cependant, ce que perçoit le passager est très différent, car la carlingue, avec l'isolation intérieure et les panneaux de revêtement, atténue et transforme une grande partie de ce son avant qu'il n'atteigne la cabine, de sorte qu'il ne reste qu'un murmure profond et filtré. La majeure partie de ce que l'on entend à l'intérieur ne provient pas du flux extérieur, mais des propres systèmes de l'avion, comme la ventilation, la circulation de l'air, les équipements électriques et, dans une moindre mesure, le fonctionnement amorti des moteurs, tandis que le bruit aérodynamique le plus intense est réduit jusqu'à devenir pratiquement imperceptible. Dans l'ensemble, cette transformation du son et des forces externes finit par créer un intérieur étonnamment déconnecté de l'extérieur. Pendant que l'avion progresse dans un milieu en constante évolution, la cabine reste un espace où arrivent à peine des signaux directs du vent, du bruit ou de la pression de l'air. Il n'existe aucune référence sensorielle suggérant la vitesse. La réalité physique du déplacement est entièrement filtrée par l'ingénierie. Pourtant, un élément décisif complète cette illusion et ne dépend ni de l'ouïe, ni du toucher, mais de la vue. Lorsque vous regardez dehors, cette référence visuelle qui devrait révéler le mouvement ne semble pas non plus indiquer que vous voyagez rapidement. Pourquoi cela se produit-il ? Lorsque vous observez le monde à travers le hublot, vous vous attendez à voir du mouvement. Après tout, l'avion avance à grande vitesse et cela devrait se remarquer d'une manière ou d'une autre dans ce que vous voyez à l'extérieur. Cependant, ce que vous percevez est une image étonnamment stable, presque comme si le paysage se déplaçait calmement sous l'avion. La raison est simple, tout ce que vous avez devant vous est trop éloigné pour offrir une référence visuelle utile permettant d'interpréter la vitesse réelle. Cette impression est liée à la façon dont fonctionne la perception visuelle du mouvement et à un principe physique très concret lié à l'angle avec lequel un objet traverse votre champ de vision. Votre cerveau n'interprète pas tant la vitesse absolue de l'objet que la rapidité avec laquelle change sa position relative à l'intérieur de ce que vous voyez. Si un objet est proche, ce changement est rapide et évident. S'il est éloigné, le changement est lent, même lorsque le mouvement réel est très rapide. Ce phénomène est essentiel pour comprendre pourquoi le paysage semble glisser lentement lorsque vous voyagez à grande altitude. Dans le cas d'un avion commercial, vous volez à environ 10 ou 12 km au-dessus de la surface terrestre. À cette distance,
Même un déplacement énorme sur le sol produit un changement visuel très petit. Montagnes, rivières, villes, champs ou côtes se déplacent si lentement dans votre champ visuel que votre cerveau les interprète comme des éléments presque statiques. La vitesse angulaire est minimale et, lorsque cette vitesse angulaire diminue, la sensation de mouvement devient pratiquement inexistante. C'est ici qu'intervient un concept clé, le parallaxe, qui décrit la différence de mouvement apparent entre objets proches et objets éloignés. Lorsqu'un objet est proche de vous, il se déplace à travers votre vision de façon rapide et évidente, tandis qu'un objet éloigné semble se déplacer très peu ou même pas du tout. Dans votre vie quotidienne, votre cerveau utilise cette différence constante entre ce qui est proche et ce qui est lointain pour calibrer la vitesse de l'environnement, mais lorsque vous êtes dans un avion, cette référence disparaît, car vous n'avez pas d'objet proche qui traverse votre champ visuel en quelques secondes. Il n'y a ni poteau, ni arbre, ni bâtiment qui passe rapidement devant vos yeux, et tout se réduit à des éléments lointains comme le paysage, l'horizon, les montagnes ou même d'autres formations nuageuses. Cette même absence de référence proche devient encore plus évidente lorsque vous observez le paysage terrestre depuis une grande hauteur. Le champ visuel que couvre le hublot est immense et, même si l'avion parcourt des dizaines de kilomètres, l'image change de manière graduelle et douce, sans sensation dynamique claire. Les lignes de route, les méandres de rivières, les taches de végétation ou les zones urbaines se déplacent lentement dans votre vision, de sorte que le mouvement, bien que réel, semble presque statique. Il en va de même pour les nuages, qui n'offrent pas non plus de référence claire de vitesse. Beaucoup se déplacent avec une vitesse relative, semblable à celle de l'avion, en faisant partie du même flux d'air, et d'autres se trouvent à des distances si grandes que leur mouvement apparent est minimal. De cette manière, l'accumulation de tous ces facteurs finit par transformer la vue en un sens incapable de révéler la vitesse réelle de l'avion. Car la distance, l'absence d'éléments proches, le parallaxe réduit et l'échelle du paysage construisent une perception visuelle trompeuse qui n'apporte aucune information capable de contredire la sensation de calme intérieur. Et pourtant, l'avion n'est pas une structure immobile. Il change de direction, traverse des turbulences et ajuste sa trajectoire tout en réalisant de véritables variations de mouvement. Alors, comment se fait-il que même ces changements se ressentent à peine ? La clé réside dans le fait que ces variations n'arrivent pas intactes à l'intérieur, mais sont absorbées, corrigées et adoucies avant de se transformer en sensations perceptibles. Bien que le vol semble extrêmement stable à première vue, l'avion effectue des ajustements constants pour rester sur sa trajectoire. L'air à travers lequel il se déplace n'est pas uniforme, il change de densité, de température, de direction et de vitesse, et chacune de ces variations affecte le comportement aérodynamique de l'aéronef. L'une des façons dont l'avion absorbe ces variations est grâce à la flexibilité des ailes, qui ne sont pas des pièces rigides, mais des structures conçues pour fléchir de manière contrôlée. Lorsqu'une rafale de vent ou un courant ascendant frappe l'aéronef, cette flexion agit comme un amortisseur naturel qui dissipe une partie de l'énergie qui, autrement, se transmettrait directement à la carlingue, permettant ainsi de maintenir une attitude plus stable et réduisant l'intensité des vibrations que pourraient percevoir les passagers. Cette même logique d'absorption s'étend au reste de la structure, où l'amortissement des vibrations joue un rôle tout aussi décisif. La carlingue, les panneaux intérieurs, le plancher et les jonctions structurelles sont fabriqués avec des matériaux capables de dissiper l'énergie, de sorte que chaque surface, chaque support et chaque revêtement contribuent à réduire les vibrations provenant de l'extérieur. Dans les aéronefs modernes, les matériaux composites n'apportent pas seulement résistance et légèreté, mais offrent également d'excellentes propriétés d'amortissement, ce qui permet que, même en traversant des couches d'air légèrement instables, la plupart des micro-vibrations se dissipent avant de se propager dans la structure. À cette absorption structurelle s'ajoute le travail continu des systèmes automatiques de contrôle de vol, qui analysent en temps réel les données d'altitude, de vitesse, d'angle d'attaque, de cap et d'attitude pour introduire des micro-ajustements sur des surfaces, tels que les ailerons, le gouvernail et les stabilisateurs. Ces ajustements s'exécutent avec une précision et une rapidité impossibles pour un être humain, ce qui se traduit par un vol plus doux et stable, même lorsque de petites perturbations apparaissent dans l'atmosphère, de sorte que les changements sont compensés avant de se transformer en un mouvement clairement perceptible.
Cette même recherche de douceur se reflète dans la manière dont les moteurs gèrent la poussée tout au long du vol. Bien que la puissance varie selon les conditions, les transitions sont appliquées de manière modulée et progressive, évitant les accélérations soudaines qui pourraient se transmettre à l'intérieur. Même lorsqu'il est nécessaire de modifier la vitesse ou de s'adapter à des variations du vent, les ajustements se font avec une telle gradualité qu'ils laissent à peine une trace dans l'expérience du passager. Ainsi, en combinant tous ces mécanismes, l'intérieur de l'avion finit par se configurer comme un environnement étonnamment stable. La flexibilité structurelle absorbe les impacts du flux d'air, tandis que les systèmes automatiques adoucissent les manœuvres et corrections, et que les moteurs modulent la poussée de façon progressive, le tout accompagné d'une aérodynamique conçue pour minimiser les perturbations. De cette manière, ce qui se passe à l'extérieur est filtré et transformé au point que le passager perçoit un vol stable, même lorsque l'air autour ne l'est pas. Cependant, cette stabilité n'est pas absolue. Il y a des moments où le mouvement devient évident et la sensation de vitesse émerge clairement. Dans quelle situation peut-on réellement sentir que l'on se déplace à grande vitesse? La réponse apparaît chaque fois que l'avion quitte cet équilibre parfait et entre dans une phase de transition. Car ce n'est pas la vitesse qui trahit le mouvement, mais le changement. Chaque fois que la trajectoire est modifiée, que l'accélération varie ou que la stabilité est altérée, votre corps cesse de rester silencieux et commence à enregistrer ce qui auparavant passait inaperçu. Le décollage offre l'un des exemples les plus clairs de cette transition. Lorsque l'avion accélère sur la piste, votre corps ressent une pression vers l'arrière car vous expérimentez une accélération linéaire dans laquelle la poussée augmente et la vitesse croît progressivement, tandis que les otolithes de l'oreille interne enregistrent ce changement. Peu importe la rapidité à laquelle il pourra se déplacer ensuite, ce que vous ressentez est l'augmentation de vitesse et non la vitesse atteinte. Le décollage est un moment de transition et cette transition est exactement ce que vos sens reconnaissent. Cette même transition se poursuit lors de la montée initiale, où apparaît un autre ensemble de sensations tout aussi reconnaissables, car le changement d'assiette de l'avion se combine à une variation dans la direction des forces qui agissent sur votre corps. Lorsque le nez se lève, l'orientation de la force que vous percevez se modifie également et ce que vous ressentez n'est pas la vitesse en elle-même, mais l'altération de la trajectoire et de l'angle par rapport à l'horizon. La montée implique une combinaison d'accélération verticale et d'ajustement continu de la puissance qui, en s'intégrant, génèrent une impression physique claire. Il en va de même lorsque l'avion traverse des turbulences, où il ne s'agit pas de vitesse mais de changement soudain dans le flux d'air qui l'entoure. L'air n'est pas uniforme et peut pousser l'aéronef vers le haut, vers le bas ou latéralement par intervalles brefs. En répondant à ces altérations, la trajectoire se modifie et votre corps perçoit des forces irrégulières car il subit des accélérations et décélérations que le système vestibulaire interprète comme des mouvements inattendus. Cette même logique devient évidente lorsque l'avion quitte la stabilité de la croisière et entre dans la phase de descente, moment où apparaissent des variations de la vitesse verticale, des ajustements progressifs de la puissance et des changements dans l'attitude de l'aéronef alors qu'il se prépare à s'aligner sur la piste et à réduire sa vitesse. Chacun de ces ajustements implique des transitions mesurables dans le mouvement qui génèrent des sensations perceptibles, comme la légère pression vers l'avant lorsque la poussée diminue, la modification de l'angle par rapport à l'horizon ou les changements dans la sensation de poids apparent, des signaux clairs que l'avion est en transition. À tous ces moments se répète le même schéma. Votre corps ne réagit pas parce que l'avion va vite, mais parce que quelque chose change dans la façon dont il se déplace. Le décollage implique une augmentation de vitesse, la montée modifie l'orientation, la turbulence altère le flux d'air et la descente ajuste la vitesse verticale. Dans chaque cas, vous percevez la transition entre un état stable et un autre, et lorsque cette transition se termine, la sensation disparaît, même si le mouvement résultant reste rapide. Cette répétition constante de transition est la clé, car en comprenant ces moments, il devient clair pourquoi, pendant le reste du vol, la sensation disparaît presque complètement. Et en effet, le calme de croisière n'est pas l'absence de mouvement, mais l'absence de changement perceptible. Les instants où vous ressentez quelque chose fonctionnent en réalité comme la confirmation que votre perception dépend entièrement des variations. Lorsqu'elle cesse, votre corps interprète que tout est en équilibre. Cette compréhension clôt l'énigme initiale.
Vous ne sentez pas la vitesse de l'avion parce que la vitesse en elle-même ne se ressent pas. Vous ne percevez que ce qui altère la façon dont vous vous déplacez. Et ces moments, bien que ponctuels, expliquent la véritable nature de l'expérience de voler. La prochaine fois que vous regarderez par le hublot et que tout semblera immobile, sachez que ce n'est pas que l'avion va lentement, mais que votre biologie a cessé de recevoir de nouveaux signaux. Le ciel n'est pas immobile, c'est plutôt vous qui avez cessé de remarquer le mouvement. Si vous avez trouvé intéressant de découvrir ce qui se passe réellement lorsque vous volez et que vous aimez comprendre le côté caché de ces expériences quotidiennes, je vous invite à vous abonner et à m'accompagner dans les prochaines vidéos. Chaque semaine, nous explorons des phénomènes qui semblent évidents, mais qui cachent une histoire fascinante derrière. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce qui arrive.